RCF, émission spéciale municipale. Et aujourd'hui, nous partons à Carpentras pour rencontrer Mina Idir, secrétaire générale du Parti communiste français en Vaucluse. Vous avez été candidate pour les élections législatives où vous avez réalisé 3,5%. Vous êtes aussi très active dans le monde associatif et vous êtes maintenant candidate pour Carpentras en commun, une liste soutenue par le Parti communiste français et la France insoumise. Bonjour et merci de l'invitation. Vous avez axé votre campagne sur 4 urgences, notamment l'urgence sociale. Vous avez notamment déploré l'augmentation du nombre de sans-abri et de personnes mal logées. Que proposez-vous pour y remédier ? Alors, l'urgence sociale, c'est une de nos priorités parce que la ville de Carpentras a quand même des taux de pauvreté et de précarité assez importants. Outre les sans-abri, il y a le mal logement et sur Carpentras, on a beaucoup de marchands de sommeil. Alors, ils sont connus, reconnus. Une de nos propositions phares dans la priorité sociale, c'est déjà le permis de louer dans le cœur de ville, ce qui permettrait et obligerait effectivement les propriétaires à remettre leur logement aux normes. On propose aussi un meilleur accompagnement pour l'attribution de logements sociaux parce que, à mon avis, il n'y en a pas assez, il y a des listes d'attente et un accompagnement effectivement des gens qui sont sans abri ou mal logés puisque moi je suis en contact avec eux régulièrement. Il y a des chiffres qui sont quand même assez affolants pour Carpentras. J'ai vu aussi plusieurs projets plus ludiques, notamment le vélobus. Oui. C'est un projet en fait qui nous a été soumis par des spécialistes, mais par des gens qui sont sur Carpentras engagés dans les questions écologiques. Il y a le pédibus qui permet de conduire ses enfants à pied, et je pense que pour permettre effectivement le développement du vélo à Carpentras, permettre cet accompagnement avec des associations, puisqu'on s'appuiera beaucoup sur les associations, c'est à la fois ludique et c'est à la fois effectivement éveiller nos enfants qui sont l'avenir et parfois il suffit d'éduquer les enfants pour obtenir un peu plus des parents. Ça me permet de faire une transition avec le vélobus, le social, mais aussi l'environnemental. Une deuxième urgence pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur vos projets par rapport à l'environnement ? Alors déjà, nous on parle d'écologie, parce que environnement c'est un peu plus compliqué. À Carpentras, encore une fois, nous on a fait des réunions de travail avec des experts, entre guillemets. Ces personnes nous rappellent qu'il y a un problème de biodiversité à Carpentras, et notamment une grande différence entre les quartiers, on va dire, privilégiés, la Lègue notamment, ou Serres, et les quartiers dits populaires, comme les Amandiers, le Pou du Plan. Notre idée, nous, aujourd'hui, c'est de remettre du vert, mais toujours, alors, nous, on insiste beaucoup sur cette chose, c'est de faire avec les Carpentrassiens, et de permettre, effectivement, aux gens qui n'ont pas de verdure, qui n'ont pas accès, effectivement, à tout ce côté vert dont on parle, de pouvoir avoir accès à ça. On veut sortir cette ville minérale, parce que c'est une ville bétonnée de partout. C'est une très jolie ville, mais la place Maurice-Chartier, qui est la place de la mairie, je défie quiconque d'y rester 1 heure l'après-midi en été, c'est juste insupportable. Et c'est la ville la plus chaude de France maintenant. Et je pense que justement, ce que nous disent les personnes qu'on contacte et qui sont spécialisées sur cette question, nous disent que les chiffres peuvent être en réalité sont beaucoup plus importants. Parce que la station qui mesure la température à Carpentras se trouve à Serres. Mais moi, quand je vais dans le cœur de ville ou quand je vais dans les quartiers populaires et que je vois des appartements qui sont déjà des taudis, qui n'ont pas de rénovation thermique, je pense qu'on est bien au-delà des chiffres annoncés et qu'encore une fois, moi je lutte beaucoup et nous luttons beaucoup contre les inégalités. Je pense que une des premières inégalités, et c'est toujours les quartiers malheureusement populaires qui sont victimes de tous ces dégâts. Vous avez parlé un peu des quartiers, mais aussi donc le centre-ville qui est de plus en plus désert. Est-ce que vous avez quelles mesures proposez-vous pour redynamiser un peu le centre-ville ? Alors le centre-ville, ils l'ont tué. Moi, je vais utiliser des termes un peu forts, mais récemment, il y a un magasin Grand Frais qui a ouvert à l'extérieur de Carpentras. Et moi, je fais l'expérience le vendredi matin de passer devant en voiture, de voir le parking plein et de voir le marché qui est vide. Je pense que ce sont des erreurs stratégiques et tactiques qui font qu'en fait, le centre-ville se vide. Un cœur de ville, aujourd'hui, il faut y amener ce qu'on ne trouve pas dans les centres commerciaux. Moi, je crois beaucoup à l'économie sociale et solidaire. Je crois beaucoup à ce qu'on appelle les tiers-lieux, les repères cafés. Alors, j'utilise un terme anglais, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Et essayer de remettre effectivement dans la ville des activités qui n'existent pas. Et peut-être des activités culturelles ou associatives. Et aussi des artisans. Parce que je pense que les artisans peuvent s'implanter dans le cœur de Carpentras, peuvent apporter une touche qui manque à Carpentras et surtout peut-être un peu plus de verdure. Et encore une fois, je pense que les familles sont importantes parce qu'elles sont souvent pas écoutées et peut-être des lieux de jeu, des lieux de rencontre. Moi, je pense réellement que le cœur de ville, qui est très beau, n'est pas assez mis en valeur. Un parcours touristique pour découvrir réellement Carpentras pourrait être initié et de la vie, tout simplement de la vie et réoccuper l'espace public également. Vous avez parlé donc du tourisme aussi, ça me permet de passer sur le troisième urgence, l'urgence culturelle.
quel projet? On va commencer plutôt sur, comme on est sur RCF Vaucluse, la radio chrétienne francophone. Il y a un beau patrimoine religieux à Carpentras. Que feriez-vous pour le mettre en avant? Je sais que que ce soit l'église ou la cathédrale, ou la synagogue ont effectivement beaucoup de rénovations à faire. Maintenant, je sais qu'il y a des appels aux dons qui sont faits. La cathédrale Saint-Siffrin fait partie entièrement de notre patrimoine. Je pense qu'il faut la mettre en valeur, parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas chrétien ou catholique à Carpentras, mais c'est notre patrimoine. Et je pense également que cette histoire de parcours touristique, de les faire découvrir et d'ouvrir les portes des lieux de culte, peut être aussi une manière, mais ça, moi, si je suis élue maire, malheureusement, ça ne sera pas dans mes compétences, mais favoriser le vivre ensemble et faire découvrir toutes les cultures, toutes les religions, peut permettre effectivement que la situation soit plus apaisée également à Carpentras. Votre dernière urgence, c'est l'urgence démocratique. En quoi est-ce qu'un maire peut améliorer cette urgence démocratique? Déjà, un maire, c'est la personnalité préférée des Français. C'est le dernier rempart contre les politiques qui sont des politiques d'austérité. C'est un exemple à suivre, et surtout le maire, en fait, n'est que, on va dire, à mon sens, pas forcément uniquement un chef d'orchestre, mais une de nos premières obligations, et une de mes premières obligations demain si je suis élue, ça sera de faire respecter la démocratie. Aujourd'hui, moi, je suis avant tout une citoyenne. J'ai peut-être des responsabilités politiques, mais je suis d'abord une citoyenne. Et j'en ai eu assez souvent dans ma vie qu'on ne m'interpelle qu'une fois tous les 6 ans. Donc, faire revenir la démocratie, ça veut dire, encore une fois, faire avec les Carpentraciens et les Carpentraciennes, avec des conseils de quartier, mais des vrais conseils de quartier, pas de la poudre de perlimpinpin, si je peux me permettre, mais leur donner le pouvoir municipal, qu'ils puissent y participer. Et puis on a d'autres mesures qui sont des mesures importantes à mon sens, c'est donner la parole aux citoyens avant chaque conseil municipal. Une demi-heure de temps de parole libre, bien entendu sans insultes, sans attaques, ni quoi que ce soit, parce que c'est la base, mais être interpellé directement par nos concitoyens, c'est important. Et la dernière mesure, mais c'est pas la dernière parce que le programme est en cours de rédaction, mais c'est déplacer également les conseils municipaux. Il est plus facile de déplacer 35 personnes et un matériel que de déplacer la population. Et je pense que si on veut faire tomber toutes ces frontières invisibles, c'est à nous, effectivement, en tant qu'élus, et surtout moi, en tant que maire, d'aller partout et d'aller à la rencontre des gens pour recréer la démocratie à Carpentras. Vous avez dit des vrais conseils de quartier, c'est quoi un faux conseil de quartier, c'est quoi un vrai? Alors, un faux conseil de quartier, c'est quand on chapeaute et on verrouille tout ça, et qu'on ne leur laisse pas la liberté ni de décider, ni de gérer. Moi, je pense qu'un conseil de quartier, c'est un conseil de quartier qui est fait dans tous les quartiers de Carpentras et pas uniquement dans les quartiers populaires. Ça, c'est la première chose. Ce sont eux qui détermineront leurs référents et ils auront un budget. Alors, c'est pas un budget à 700 000 €, parce que je pense qu'il faut raison garder, sur les chiffres actuels, mais des budgets participatifs qui leur permettent de mener à terme un jardin partagé, des activités pour leurs enfants, l'ouverture d'une salle pour se retrouver pour les personnes âgées. C'est leur donner le pouvoir municipal, mais leur donner les moyens de pouvoir avoir accès à tout ça. Un sujet que vous avez peu abordé et qui pourtant revient souvent dans la bouche des Carpentraciens, c'est le sentiment d'insécurité et la montée du communautarisme. Qu'est-ce que est-ce que vous êtes d'accord avec ces sentiments? Questions. Tout à fait. Alors, le sentiment d'insécurité... il y a un sentiment d'insécurité à Carpentras. Les chiffres, je les ai pas en tête, sont importants. Ils ne sont pas si affolants que ça, mais il faut pas négliger aussi ce que ressentent les habitants de Carpentras. Moi, je dis toujours attention, l'insécurité est plus importante dans les quartiers populaires que dans le centre-ville. Et je pense que l'insécurité à Carpentras vient du fait que on a des rues qui sont pas forcément très jolies, qui créent un sentiment anxiogène. On a forcément aussi, tout est fermé, tout est éteint à 18h30. La question, c'est comment la mairie peut accompagner une vie le soir, comment effectivement les questions de sécurité doivent être mises sur la table. Moi, je suis quelqu'un de gauche, mais j'affronte ces questions. Si on n'en a pas parlé, c'est qu'on prépare effectivement une réponse. Je pense qu'il faut des patrouilles plus nombreuses de la police municipale, une police de proximité également. Quant au communautarisme, moi je dis attention, parce qu'à Carpentras, il y a plusieurs communautés, malheureusement, qui vivent les unes à côté des autres. Il y a les quartiers dits privilégiés, il y a les quartiers dits populaires, il y a le cœur de ville. Et effectivement, aujourd'hui, à Carpentras, les gens ne se parlent plus. Nous, ce qu'on dit, c'est peut-être recréer, c'est une des propositions dont on parlera plus dans les jours à venir, une sorte de maison de vie, de maison du peuple. On n'a pas exactement le titre dans chaque quartier. Et j'insiste sur le fait que ce ne sont pas que les quartiers populaires qui sont visés. Et surtout, quand je parle de culture, c'est l'accès à la culture pour toutes et tous. Ça veut dire que les Noëls insolites doivent se déplacer partout dans la ville.
Et pourquoi ne pas envisager une partie des activités de Noël insolite dans les quartiers populaires? J'aime bien la maison du peuple, ça fait penser un peu à Don Camillo. Écoutez, c'est peut-être un petit clin d'œil de ma part. Et du coup, j'ai perdu ma question. Oui, du coup, sur le communautarisme aussi, il y a toujours aussi les mêmes débats, intégration, assimilation. Là aussi, on s'aperçoit que quelques quartiers, il y a parfois un manque de certains ne parlent pas français, etc. Est-ce que là aussi, vous essayez de compter, parce que c'est vrai que c'est plus compliqué quand on ne parle pas la même langue. Comment vous voulez aussi lutter contre ça? Il y a des centres sociaux aujourd'hui à Carpentras qui existent et qui font des cours d'alphabétisation. Je pense qu'il faut donner plus de moyens et plus d'activités donc aux centres sociaux. Ce sentiment la question que vous posez indirectement, moi je l'aperçois comme ça, c'est quand je discute avec les jeunes, notamment, moi ce week-end j'étais au Pouls du Plan, où je vais souvent, j'ai de la famille, j'ai des amis, j'ai des contacts. La question qu'ils me posent indirectement, c'est de me dire, mais en fait la République ne veut pas de nous, puisqu'ils ont une assignation géographique, une assignation identitaire. Aujourd'hui, pour un jeune issu de ces quartiers, trouver même un emploi au burger du coin, Burger King ou McDo, il n'y arrive pas parce qu'il a leur adresse. Et je pense qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on travaille également sur accepter la différence. Il y a le vivre ensemble, le faire ensemble. Arrêter de monter les gens les uns contre les autres. Je pense qu'il faut cesser. Il y a une image qui colle à Carpentras qui est loin de la réalité. Moi, j'en ai assez qu'on me dise que c'est la ville du Rassemblement national. J'en ai assez qu'on me dise que c'est une ville raciste. Et nous, en tant qu'hommes et femmes politiques, il faut aussi qu'on accepte d'écouter ces gens-là. Et une dernière réflexion, c'est samedi quand j'étais dans ce quartier populaire, justement, quand les personnes âgées maghrébines, d'origine maghrébine, mais français, disent nous n'avons même pas de lieu pour nous retrouver. Et ils ne se sentent même pas légitimes de franchir la porte du foyer des personnes retraitées de ce quartier populaire. La question, c'est d'arriver à mettre de la mixité, de faire tomber ces frontières invisibles, de remettre des services publics peut-être, remettre des services de la mairie dans ces quartiers, refaire vivre ces quartiers. Quand un quartier est vivant et quand il ne se sent pas exclu de la ville, je pense qu'on peut faire un premier pas pour sortir de ces ghettos. Mais il n'y a pas que les ghettos des quartiers populaires, il y a aussi des gens qui s'entremurent chez eux et je pense que c'est notre rôle de bouger tout ça également. RCF, émission spéciale, élection municipale. Vous êtes bien sur RCF Vaucluse et nous sommes avec Mina Idir, candidate du Parti communiste français. Vous avez parlé du Rassemblement national. C'est vrai que la droite perd souvent à Carpentras, perd depuis du coup 12 ans, parce qu'elle est divisée. Pour une fois, c'est plutôt la gauche qui est divisée avec 3 listes, même si c'est 2 listes plus centristes et vous plus à gauche. Est-ce que c'est pas un désavantage ? Alors moi, j'en ai un peu assez qu'on me dise que la gauche part divisée, puisque aujourd'hui la gauche à Carpentras se pose la question de ce qu'est la gauche et quelles sont les valeurs de la gauche. Monsieur Andrieux, de par sa liste, part avec des Républicains, Madame Bouillac, et des Marcheurs. Jusqu'à preuve du contraire, Macron a dit ni de gauche ni de droite. On est sûr aujourd'hui qu'il est ni de gauche ni de gauche. Quant à Monsieur Morando, c'est la même chose. C'est un déçu d'En Marche et qui revendique l'étiquette centre-gauche, mais à mon sens, ce ne sont pas des listes de gauche. Aujourd'hui, la gauche à Carpentras, c'est notre liste et c'est l'alternative. On est vraiment clair sur nos valeurs, on est vraiment clair sur nos engagements. La gauche ne part pas divisée. Le Parti socialiste a décidé de soutenir une liste avec des Marcheurs et des Républicains. Moi, la seule chose que je dis aux personnes qui vont voter sûrement pour Monsieur Andrieux, c'est qu'on a 70% aujourd'hui de la population qui est contre la réforme Macron. Et en votant Andrieux, vous votez Macron quelque part. Puisqu'aujourd'hui, il a des Marcheurs. Et pour Denis Morando, c'est la même chose. Être sans étiquette, ne pas revendiquer qui on est, on ne sait pas à qui on a affaire. Et pour vraiment les départager, s'ils sont vraiment de gauche, vous devriez leur poser une petite question. Pour qui voteront-ils pour les sénatoriales ? Et à ce moment-là, la réponse nous donnera leur couleur politique. C'est vrai que c'est une question qu'on oublie souvent, c'est que dans quelques mois, il y aura les élections sénatoriales. Donc il y aura une liste PCF dans quelques mois ou une liste de gauche. Union de la gauche. Alors nous, moi je pense réellement que le Sénat aujourd'hui, les sénateurs nous le prouvent tous les jours, est un contre-pouvoir. Donc il ne faut pas s'amuser effectivement à se tromper. Nous, ça sera effectivement, il n'y aura pas de surprise, nous soutiendrons un candidat, nous présenterons des candidats de gauche. Maintenant, les autres, à part M. Melchior qui lui soutiendra un candidat républicain de manière sûre et normale, les autres aujourd'hui avancent masqués. Et je pense que la politique à Carpentras, comme partout en France, mérite plus de clarté et de cohérence. C'est ce qu'on apporte nous aujourd'hui.
On n'a pas parlé des transports et de la circulation. Là aussi, il y a pas mal de plaintes des carpentraciens sur notamment le manque de fluidité des transports, aussi la nuisance sonore, etc. Quels sont vos projets aussi pour améliorer tout ça ? Nous, ce qu'on propose déjà, c'est de remettre en valeur les mobilités douces. Les pistes cyclables aujourd'hui sont entrecoupées, sont hachées, ne sont pas mises en valeur. Même moi qui suis maman, quand ma fille me dit « on va faire du vélo », je dis non. C'est un mauvais réflexe parce qu'il faut surmonter cette peur. Je pense qu'au niveau des transports à Carpentras, le covoiturage n'est pas mis, par exemple, assez en avant. Nous, ce qu'on propose, c'est de soutenir ou d'accompagner des associations qui mettront en place effectivement ce covoiturage. Quant aux nuisances sonores, effectivement, il y a sur le tour de ville des nuisances sonores qui sont à la fois dans le cœur de ville, par des petits scooters, des trucs comme ça. Je pense qu'encore une fois, c'est des questions d'incivilité et de sécurité qui sont apportées par la police municipale et qu'on accompagnera. Parce que autant je suis pour qu'il y ait une ville le soir qui soit vivante et active par des activités musicales, mais avec des autorisations, autant je comprends nos concitoyens qui veulent se reposer avant d'aller travailler le lendemain matin. J'en arrive à une question un peu provocatrice, voire très provocatrice. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle. Comment peut-il encore avoir un parti communiste en France, alors qu'on sait tous les crimes qu'il y a eu à travers le monde, en Russie, à Cuba, mais même en France parfois, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Il n'y aura pas de parti fasciste en France qui s'appelle... Bon, je prends même pas ça pour de la provocation, mais je pense qu'aujourd'hui, le Parti communiste français, je dis toujours Parti communiste français. Pour des raisons évidentes, moi je suis adhérente au Parti communiste depuis 4 ans. Je suis ce qu'on appelle un bébé communiste, une jeune communiste, même si aujourd'hui j'ai des responsabilités nationales. Je fais partie de la direction nationale du parti, je suis en charge de la lutte, de la commission lutte contre le racisme et pour l'égalité. Et quand j'ai adhéré au Parti communiste, je me suis posé la question en me disant, est-ce qu'on adhère effectivement en assumant, et moi je parle de l'histoire française, on peut en revenir, je suis pas stalinienne, je ne soutiens aucun crime, et je condamne tous les crimes qui sont faits, même actuellement, par la Chine, sur la communauté ouïghour notamment. Je n'ai pas de... Simplement, je pense qu'il n'y a pas un parti qui puisse être plus blanc que blanc. Moi, je suis contre la pureté. Je condamne tous les crimes. Maintenant, le Parti communiste français est un parti qui a permis, notamment avec d'autres partenaires, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, de nous donner ce Conseil national de la résistance qui nous a donné tous ses acquis. Et je pense qu'aujourd'hui, le communisme... Et je fais la différence avec le parti. Il y a beaucoup plus de communistes à l'extérieur du parti qu'à l'intérieur. Donc ça, c'est une première chose. Et qu'il y a de plus en plus d'îlots de communisme où les gens se posent la question de remettre du commun dans leur vie, remettre du commun dans la société, avoir une alternative. Donc moi, je n'ai pas à pâlir effectivement du fait que je sois communiste. Je l'assume entièrement, tout en étant très critique sur effectivement toutes ces actions que moi je condamne. Maintenant, être communiste aujourd'hui, c'est proposer une alternative, et je pense que le communisme aujourd'hui est une alternative par rapport à tout ce qui se passe et en France et dans le monde. Très bien. J'ai une autre question plus par rapport à vous. Quelle personnalité, pour un peu mieux vous connaître, quelle personnalité actuelle ou historique vous inspire ? Oh, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de personnalités qui m'inspirent et qui sont inspirantes. Hier notamment, c'était l'anniversaire de la naissance d'Angela Davis. Qui était une militante, une intellectuelle, une penseuse reconnue, qui a toujours milité pour les droits humains. Moi, mon premier engagement politique, c'est pour les droits humains. Lutter contre les inégalités. Après, j'ai d'autres personnalités que je lis ou qui m'accompagnent, mais si je dois en donner une qui revient souvent, et comme je dis, c'est parce que mon grand frère est boxeur et que ça m'a marqué, c'est Mohamed Ali. Par son parcours, par sa pugnacité, par son engagement aussi politique dont on n'en parle pas. Il y a le pasteur Martin Luther King qui en fait partie également. Mais il y en a beaucoup et je m'arrête pas à une personne. Je butine, on va dire, et je m'inspire des gens qui ont apporté quelque chose. Et surtout moi, je suis une femme engagée. Donc, à partir de là, je me tourne effectivement souvent par ces personnes engagées. Et ouais, il y en a beaucoup. Donc, j'ai pas mais voilà, c'est celle-là déjà, Rosa Parks notamment. Très bien, l'émission arrive vers sa fin. Est-ce que vous avez un petit mot final, un petit point sur lequel vous voulez revenir et qu'on n'a pas encore abordé ? On a abordé pas mal de choses. Moi, la seule chose que je voulais dire aussi, c'est que quand on choisit un maire, on choisit avant tout une équipe. On est en train de constituer une équipe et une liste qui correspond à la population de Carpentras. On n'est pas des gens issus du sérail, on n'est pas des notables, on est des gens... qui avons des valeurs et une vision pour Carpentras. Je pense que Carpentras mérite mieux que ce qu'on a fait d'elle, même s'il y a des très belles choses. Je pense que la culture est un levier d'émancipation terrible qui peut nous permettre de sortir de
des ghettos dans lesquels la société ou les gens nous installent. L'écologie est pour moi un engagement assez important. J'ai 2 petites filles, mais pas que. Je pense qu'on est toujours responsable des enfants qui sont autour de nous. Et la démocratie, je réinsiste sur ce point. Moi, je suis une femme de parole, je suis une femme d'engagement. Les gens me connaissent maintenant sur Carpentras. Et il y a 2 points sur lesquels on n'a pas parlé. Les services publics. Moi, je suis une éternelle défenseuse, si je puis dire, du service public. Parce que les services publics, c'est le bien commun de ceux qui n'ont rien. Et que c'est eux qui peuvent permettre aussi, effectivement, à une société de bien fonctionner. Et on ne parle pas beaucoup de santé à Carpentras, hélas. Et aujourd'hui, quand on appelle un médecin sur Carpentras, il n'y en a pas assez. Donc, on est dans un désert médical. Il y a quasiment plus de gynécologues. Il y a un seul pédiatre. Nous, on portera un projet qui sera un projet d'une maison de santé ouverte à tous et à toutes. Et on portera aussi, effectivement, la nécessité pour tous et pour toutes d'avoir accès à tout, partout. Peu importe qu'on soit du centre-ville, de l'extérieur ou autre. C'est de remettre de la vie dans Carpentras, remettre de la démocratie. Et je resterai, je pense, et il n'y a aucun doute sur ça, une femme engagée et une femme qui lutte. Parce que je pense qu'un maire, il doit s'engager pour sa population. Et je rappelle que moi, je n'ai aucun intérêt personnel là-dedans. Moi, je suis une simple citoyenne avec beaucoup de valeurs et fière de porter effectivement mes engagements et qui irait et on espère aller jusqu'au bout et peut-être même faire la surprise. Merci beaucoup pour ce moment avec nos auditeurs. Merci à vous. Juste après la musique, nous allons retrouver Melchior Gormand pour Ça fait du bien. Bon après-midi à tous, à l'écoute de RCF.